Je m'appelle en fait Sofia Jacinta. Et quand il était question de chercher un nom et un prénom, je m'étais dit Sophie, et il y en a beaucoup en France. Et par contre, Jacinta, c'était plus intéressant. Je trouvais que c'était un peu exotique pour la France, et c'est quand même mon deuxième prénom. Le problème, c'est que comme la Jota n'existe pas en France, le son, on m'appelait Jacinta, Jacinta, Hyacinthe, etc. Jacinthe. Donc ça me faisait marrer. Et j'ai fait justement à propos de ça au musée d'art et d'histoire du judaïsme tout un spectacle à cause de la confusion des noms et comment trouver sa propre identité. Néanmoins, quand même, je m'appelle Zissele en yiddish. Et Zissele, c'était le prénom de ma grand-mère paternelle que je n'ai pas connue, qui est morte à Lodz en 1942. Et avec cette histoire de ma Bobé Zissele, j'aurais beaucoup de choses à raconter, notamment l'histoire d'une chanson. Je passe peut-être du coq à l'âne, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Mon père, depuis ses 40 ans, était atteint de troubles de mémoire, ce qu'on appelait après la maladie d'Alzheimer. Donc il m'a appris beaucoup de chansons. Je dirais que vraiment ma source de la musique yiddish, c'était mon père. Il se levait le matin et c'était un homme qui chantait tout le temps. Et il y avait des disques de Ben Schoenwittler, entre autres 78 tours, dans les appareils, que j'écoutais. Je chantais Zing Brider Zing. Bon, il se trouve que papa fredonnait des chansons dont il avait oublié le texte. Il se souvenait peut-être un couplet, deux couplets, ou trois mots, ici et là. Et jamais, il parvenait à se rappeler ce qu'il y avait dans la suite des chansons. Et quand je suis arrivée en France, c'était l'année 78, je ne savais pas encore très bien ce que j'allais faire. Et j'avais chanté un peu dans les couloirs du métro, près du centre Pompidou, comme d'autres le faisaient. Et à ce moment-là, c'était surtout des chansons sud-américaines, comme Duerme Negrito d'Atahualpa Yupanqui. Et que c'est grâce à lui que je joue de la guitare, mais ça c'est une histoire que je raconterai peut-être plus tard. Et un jour par hasard, je me retrouve au 14 rue de Paradis. Parce que mon professeur de yiddish en Argentine, Tzalel Blitz, qui était poète et écrivain, m'avait donné une adresse. Il m'avait dit, tu iras au 14 rue de Paradis, tu iras voir de ma part M. Charles Steinman, l'Union des engagés volontaires et anciens résistants juifs. Et je ne parlais pas français à l'époque, je parlais yiddish. Donc je monte au 14 rue de Paradis, je vois Charles Steinman, je lui présente la lettre. Et à ce moment-là, on m'entend parler yiddish. Donc c'est une toute jeune femme qui parle yiddish, c'est plutôt rare. Et il arrive une dame près de moi, Eva Golzewitz, qui était la maman de Jean Golzewitz, chef de chœur, compositeur. Umired Yiddish, et on parle yiddish. Et j'ai dit à Eva, Mein Tat hat mir gesungen ein Lied, mon papa me chantait une chanson que, etc., etc. Il me dit, mais je connais les paroles. Et elle m'a appris la chanson. Et ça c'était donc 78. J'ai téléphoné, il y avait des cabines téléphoniques à l'époque, juste en bas de ma rue, il y avait une cabine téléphonique. Je suis descendue vers 11h du soir, je savais qu'il y avait peu de monde. Et j'ai téléphoné. Papa a répondu, Zissele Tochter meine, toujours c'était en yiddish. Et je dis, papa, j'ai trouvé la chanson que tu as oubliée. Et j'ai commencé à la fredonner. Et j'entendais mon père sangloter de l'autre côté du téléphone. Il a entendu jusqu'au bout la chanson. Et à partir de ce jour-là, il m'appelait Mamele, parce que c'était sa mère qui la lui chantait. Et à partir de ce jour-là, j'ai appelé mon père Mein Kind, mon enfant. Et donc il y a une psy dans ma chorale qui me dit, je trouve que c'est très lourd à porter, et je pense qu'au contraire, ça a été pour moi, je me dis, je n'ai pas eu d'enfant. La transmission, c'est que je dirige une chorale, et que ce que papa avait oublié, c'est moi qui lui ai remis en mémoire. Donc pour moi, la transmission, la base, c'est ça. De remettre en mémoire ce qui était perdu
ou ce qui n'a pas pu être appris. Alors je vais faire cette chanson que mon père avait oubliée, dont je vous disais qu'on m'avait donné les paroles et que je chantais à papa au téléphone depuis une cabine téléphonique. Als denken men doch verdienen, als den kriegt men noch vergelt. Nur a Mame, sie seine, mer nicht eine auf der Welt. Ei, lilu, lilu, nur a Mame, sie seine, mer nicht eine auf der Welt. Ei, lilu, lilu. Schlaf, mein Teile, mein Liebe, mach die Augen zu und ruh. Gut ist dem, was hat a Mame, und a Wiegele dazu. Ei, lilu, lilu, gut ist dem, was hat a Mame, und a Wiegele dazu. Ei, lilu, linke, lulu. Ça me rappelle aussi à l'époque où j'ai commencé à diriger la chorale, j'ai repris la chorale qui avait été commencée par Jacques Robert, d'abord par Fanny Amiel, ensuite Jacques Robert, d'autres gens se sont succédés jusqu'au moment où je suis arrivé à la tête de la chorale. Il y avait peu de monde au début, ça a commencé à grandir après, et il y avait, je donnais des lettres à mes élèves, un formulaire, remplissez. Pourquoi voulez-vous chanter yiddish? Pourquoi cette chorale? Quelles sont les chansons qui vous restent en mémoire? Et une de mes choristes, je garde toutes ces lettres, depuis, je dirige la chorale depuis 2001. On est en 2022, vous vous rendez compte? Bon. Et une de ces choristes m'a dit, j'essayais avec les divers chefs de chœur et je ne suis jamais parvenue à chanter en yiddish. Pour moi, c'est la langue des morts. Et c'est la langue des mémores, puisque ses parents et toute sa famille ont été déportés. Donc, j'en ressens un blocage, je ne parviens pas à me libérer. Et on verra ce qui se passe avec toi. Et bien sûr, je venais d'un autre continent. Quand on parle des gens comme par exemple Fanny Amiel a vécu en France. Jacques Robert, c'était un enfant de déporté. Et je trouve que même s'il ne pleurait pas sur son passé, on voyait chez lui quelque chose de tragique ou de mélancolique. Et alors, je viens avec ma verbe sud-américaine, argentine, dans un pays où certes il y a eu de l'antisémitisme, mais il n'y a pas eu de déportation, il n'y a pas eu de collaboration.
Donc je venais avec une forme de joie de vivre. Et cet élève m'a dit, c'est uniquement avec toi que j'ai pu restaurer ma mémoire, humilier celle de mes parents morts. Alors maintenant, elle est très âgée, elle continue à chanter au sein de ma chorale. Et ce qui est formidable, c'est qu'il y a des jeunes gens qui arrivent, 22 ans. Il y a une gamine à un moment donné qui a chanté de ses 9 ans à ses 15 ans. Après, elle est partie en Israël. Une autre qui avait aussi 19 ans jusqu'à ses 25 ans. Après, elle s'est mariée. Bon, mais ce que j'essaie de créer dans cette chorale, c'est justement ça. C'est ce que tu n'as pas appris, ce qu'on ne t'a pas donné. Moi, je te le donne puisque j'ai eu le luxe de le vivre. J'ai eu le luxe d'étudier dans une école yiddish en Argentine. Je suis entrée dans le kindergarten, donc dans le jardin d'enfants. J'avais 3 ans. Déjà, j'apprenais les chansons que mon maître de yiddish m'avait apprises, Tzalel Blitz. Et après, je faisais partie de la chorale de cette école yiddish, dirigée par Judith Buchmann. Je chantais avec les ados, j'étais soliste. Et je me dis que beaucoup de ces choses-là que j'ai apprises quand j'étais choriste au sein de ma chorale de la Yiddische Schule, je les ai récupérées ici, en France, avec ma chorale. Comme tout et chacun de nous, j'ai connu des périodes très difficiles dans ma vie. Et je me suis rendu compte que c'est par le chant que je parvenais à me sentir mieux, à me sentir vivante. Dans mes nuits d'insomnie, qui sont très nombreuses, à ça depuis des années, je lâche mon lit, quelquefois je prends un livre, mais si le livre ne me suffit pas, tout doucement, je vais de l'autre côté de la pièce, je prends ma guitare et je chante à metza voce tout doucement, juste pour moi. Donc la thérapie aussi n'est pas personnelle. Dans ma chorale, il y a des psychanalystes, des psychiatres, et ils me disent eux-mêmes, on ne pouvait pas imaginer à quel point le chant pouvait être si un bienfait. Oui, parce que ça nous libère. Parce que le chant, c'est pas comme une conversation. Dans la conversation, peut-être que tu dis ce que tu as l'envie de dire sur le moment. Dans une chanson, il y a un texte à respecter. Et dans ce texte à respecter, il y a des émotions à faire passer. Et c'est ce que je leur dis toujours. Par exemple, hier, on travaillait une chanson qui est très connue. Oh, mira nirgendwo, in Naches und in Frieden, singen mir es, klingt es so schön. Et je leur disais, Kinderlach, es klingt es so schön. Vous vous rendez compte, ça résonne si joliment. Il faut que ce soit du caramel dans vos bouches, comme un gâteau de chocolat. Donc, pour pouvoir exprimer ça dans la voix, il faut que les gens se mettent presque à nu. Parce qu'on chante la joie, on chante la tristesse, on chante la mélancolie, on chante la douleur aussi. Et tout cela, je sais que les gens le manifestent. Et je leur dis aussi, dans une chorale, on ne chante pas l'un à côté de l'autre, on chante avec l'autre, avec son histoire. Et je fais des pauses souvent pour que les gens se racontent entre eux, pour qu'ils s'y connaissent. C'est juste, tiens, j'arrive, je m'assieds, je chante, je consomme et je m'en vais. Non, j'essaie de créer quelque chose qui soit un lien entre nous. Et je pense que c'est pour ça aussi que les gens se disent, tu nous fais du bien. C'est pas uniquement parce que le passé est reconstitué, amélioré, nettoyé et accepté, c'est parce que, tel que nous sommes au présent, le chant nous aide à vivre mieux, surtout dans la situation difficile que nous traversons. Pour moi, le chant, je crois que c'est la meilleure médecine qui existe. Tu as mal au dos, chante. Tu as mal à la tête, chante. Oh, mira nirgendwo, in der Naches und in Frieden, in der Naches und in Frieden, singen mir es, klingt es so schön. Das haben doch gesungen die Bube mit den Seiden, wenn sie seinen Kindern noch gewähnt. Oh, da soll schnell wieder nicht
einigen klingt der Zinder, als freilich so mir alle gehen. Mes grands-parents, déjà, ont fui des pogroms de leur Russie natale. Le village s'appelait Khmelnyts. Et sont arrivés à peu près en l'année 21 en Argentine, à Buenos Aires. Mais en fait, leur projet, c'était de partir aux États-Unis, rejoindre une autre partie de la famille, mais bon, ils ont été escroqués au milieu du chemin. Et comme je le disais dans mes spectacles pour rigoler, à quelques dollars près, j'aurais pu chanter le blues. Hein. Voilà. Donc, je me suis retrouvée à chanter le tango. Et le Zeid Fischl, dont le prénom a été changé, ça c'est encore une autre histoire. Et la Bobe Roume, ma Bobe, ça veut dire ma grand-mère, n'avait pas un sou et ils sont tout reconstruits. Et lui, il était un très grand tailleur et il a travaillé pour des grandes entreprises. Et donc ils sont arrivés en Argentine sans le sou et il a construit lui-même sa propre maison avec du bois, du porc, avec un cheval à l'époque, une carriole pour monter ce bois. Et puis il a créé son atelier de tailleur dans sa maison. Il a eu des enfants, donc parmi eux ma mère. Et donc elle est déjà née en Argentine et papa, quand les Allemands sont entrés à Lodz, c'était donc l'année 39, c'est sa mère qui lui avait dit, papa s'appelait Isaac, Itche gay avec, pars, va-t'en. Et papa a passé beaucoup de faim, beaucoup de misère, jusqu'au moment où il a pu traverser vraiment et entrer en zone où il a pu s'engager avec l'armée rouge. Mais bien sûr beaucoup plus tard. Donc papa a réussi à sauver la vie de son père, de ses deux sœurs, mais pas la vie de ma grand-mère, Zisl, dont je porte le prénom. Voilà. Et papa est arrivé en Argentine à peu près après des voyages ici et là. Il a même été en France, où il a retrouvé un de ses cousins, Bernard, vers les années 50. Et il a rencontré ma mère. Et lui, qu'il avait connu la faim, il a connu un pays où l'on mangeait de la viande très bon marché, des oranges. Il a trouvé une femme exquise et belle. Voilà, donc ils se sont mariés, je suis venue au monde, et puis c'était mon frère qui est venu au monde. Alors, maman ne parlait pas le yiddish, mais je m'amusais beaucoup à entendre le yiddish polonais de mon père et le yiddish russe de mes grands-parents. Donc il y avait toujours des disputes un peu à la Zigan et Schumacher dans les réunions de famille, des blagues, et papa imitait très bien le duo, et donc on passait des après-midi vraiment à cet ordre de rire. Donc à l'âge de 3 ans, je rentre dans l'école Itzrok Leibush Peretz, dirigée par Tzalel Blitz, et là j'apprends des chansons, j'apprends à parler, j'ai appris l'histoire du peuple juif, j'ai appris à écrire le yiddish. Et à 18 ans, voilà, les études sont terminées. Et à ce moment-là aussi, je faisais des études de littérature espagnole et judéo-espagnole à la fac, à l'université de Buenos Aires. Bon, et à un moment donné, il y a la dictature militaire qui arrive en Argentine et je faisais partie d'un mouvement d'étudiants qui était plutôt tonique. Et j'avais reçu des menaces par téléphone. Et bon, au début, je me suis moqué de ces menaces. J'ai répondu de façon très tranquille. Donc, on m'a dit à ce moment-là, sale juive, si tu tiens encore cette attitude, tu verras pour tes parents. Alors là, oui, j'ai eu peur. Donc, j'ai quitté le mouvement d'étudiants pour protéger mes parents. Mais la vie a fait que j'ai connu quelqu'un et je suis venue en France, donc en année 78. Et je disais au début, vraiment, je n'ai pas eu contact avec le monde yiddish, sauf le groupe de la rue de Paradis, où j'ai connu Charles Steinman, Eva Golzevit et d'autres gens qui en faisaient partie. Et bien sûr, Laïle Fischer, Alain Fischer, ce sont des gens qui ont fait le théâtre yiddish d'après-guerre. Gérard Friedman, avec eux je parlais yiddish. Bon, et puis petit à petit, c'était déjà vers l'année 82,
quelqu'un m'avait entendu chanter dans un couloir de métro et je chantais un tango. Il y avait une boîte qui s'est ouverte rue de Lombard, les trottoirs de Buenos Aires. Et donc, j'ai chanté rue de Lombard le tango. Et quand les gens... Mais mon répertoire du tango était assez vaste, mais à un moment donné, c'était les publics te demandent une autre. Et à ce moment-là, je disais, j'ai eu un grand-père qui s'appelait Fischl, une grand-mère qui s'appelait Nechama, et j'ai parlé yiddish avec mes grands-parents. Et donc, je vais vous chanter quelque chose qui concerne mon histoire d'enfant juif. Public étonné, ils viennent écouter le tango, et se trouvent avec une chanson yiddish. Et alors maintenant, je réponds à ta question, celle que tu m'as posée tout à l'heure. Le monde ashkénaze. Beaucoup de juifs donc, qui ont quitté la misère, les pogroms ou la guerre en Europe se sont retrouvés en Argentine. La communauté juive argentine ashkénaze était immense. Il y a eu des écoles. Itzhok Niborski aussi, par exemple, a eu une école qui n'était pas la mienne, c'était dans un autre mouvement, qui a eu une histoire similaire. Donc, bien sûr, après il y a eu la dictature militaire qui est arrivée en Argentine, beaucoup de juifs ont été obligés de quitter le pays. Donc, d'aucuns sont venus, comme moi, en France, d'autres sont partis ailleurs, d'autres sont partis en Israël. Et donc, le yiddish en Argentine, pendant les années de la dictature, a été en silence. La culture judéo-espagnole aussi. Je rends hommage aussi à mes amis du CIDICSEF. Ce sont les gens qui sont dans le milieu judéo-espagnol, à Maria Cherra de Azar, entre autres. Et puis petit à petit, lorsque la démocratie est revenue au pouvoir, ces mouvements se sont élargis. Et je me souviens d'un spectacle qui avait été créé par une de mes amies très chères, Liliane, à Amiens. Amiens, tu sais ce que c'est, hein? C'est un peu l'équivalent du consistoire ici. Et donc c'était un spectacle gratuit. Et l'une de mes tantes avait obtenu que je fasse la promotion dans une émission très célèbre, très connue, à la télévision. Donc on m'avait dit, vous ne chanterez pas, parce que ma tante m'avait imposé. Mais bon, il y a la jeune femme qui vient de Paris, et donc on acceptait ma présence dans l'émission de télévision. Donc c'était des gens qui mangeaient. Et moi, pour ne pas toucher à mon maquillage, j'ai rien touché quand j'ai pas mangé. Et à un moment donné, je salue mes camarades d'études de l'école yiddish Itzhok Leibush Peretz et je leur dis, je suis présentée comme Jacinta, mais je suis Zisselé. Vous vous rappelez des Zisselé? Et je dis à mes camarades de l'école primaire Hippolyte Yrigoyen, je suis Sofia Jacinta. Quand le spectacle, 2 heures avant le spectacle, il y avait des files d'attente de 5 ou 6 pâtés de maison. Du jamais vu. Et je me souviens d'un des collaborateurs du responsable d'Amiens, Moshe Colline, qui lui a dit, avec son accent de la province, Don Moshe, il y a tellement de monde, on ne pourra pas faire entrer tous ces gens-là ici. Hein. Bon, et donc je sais qu'il y avait ils ont mis des écrans pour que ce soit vu. Et ce qui était formidable, c'est que c'était la première fois où mes parents me voyaient vraiment sur scène. Donc c'était vers les années 90 à peu près. Parce que papa et maman voulaient que leur fille soit maîtresse d'école, mais chanteuse, c'est tellement vague. Aujourd'hui on chante, demain on ne sait pas, et aujourd'hui on a l'argent, demain on n'en a pas. Et donc c'était la première fois que papa et maman me voyaient sur scène. Et c'était, c'était pour eux Naches, vraiment de la joie. Une chanson dont les paroles ont été écrites par mon amie Catherine Franck, et j'ai écrit la musique. Ils venaient de tous les pays, dans les ateliers de couture. L'Europe avait perdu ses bruits, des bottes et pensé ses blessures.
C'était un petit univers où les yeux s'usaient à la tâche, où l'on se réchauffait l'hiver, où l'on vieillissait sans qu'on sache. Toutes les langues s'y parlaient, allemand, russe, français rude, hébreu, yiddish ou polonais. Les enfants faisaient des études, mais trouvaient le temps de filer, livrer la commande aux clients. Chemise finement brodée, du petit jour au soir tombant. Joies éclatées, destin brisé, car l'espérance à la vie dure tente de se recomposer dans les ateliers de couture. On y vient de tous les pays, dans les ateliers de couture, depuis qu'au sud-est de l'Asie sévissent quelques dictatures. C'est un univers de labeur où l'âme s'écorche à l'étoffe. On tente d'oublier la peur d'avoir des nouvelles des proches. Toutes les langues s'y côtoient, khmer, chinoise ou vietnamienne, mais dans l'air il flotte parfois des nostalgies américaines. Les petits gosses malicieux jouent dans l'escalier mécanique, des flammes brillent dans leurs yeux, c'est ici leur Amérique. Joies éclatées, destin brisé, car l'espérance à la vie dure tente de se recomposer dans les ateliers des coutures. Dans les ateliers des coutures. Du suchst noch und ich hab schon Tage gefunden, die schönste Margaritke im Wald. Eine Margaritke mit Sepp und mit Augen Saphir, mit Egelech,